Si vous aviez prévu de passer faire le plein de la voiture cette semaine, attendez-vous à une mauvaise surprise. Pour une fois, ce n'est pas la faute des Russes. Depuis samedi matin, les États-Unis et Israël bombardent l'Iran. Le guide suprême Khamenei est mort et l'Iran riposte sur à peu près tous les pays du Golfe, envoie des missiles sur Tel Aviv, des drones sur les Émirats et des roquettes sur le Koweït et Bahreïn. La veille, le médiateur omanais annonçait une percée historique dans les négociations. L'Iran acceptait de ne plus stocker d'uranium enrichi et d'ouvrir ses sites à l'AIEA. La paix était, je cite, « à portée de main ». Et 24 heures plus tard, Téhéran était bombardé. Premier effet, le prix du baril de Brent a bondi de plus de 10% à l'ouverture des marchés et le détroit d'Ormuz, par lequel transite d'ordinaire presque un tiers du pétrole mondial, est à l'arrêt. Parce que, deuxième effet, 6 des plus gros armateurs de la planète ont suspendu leur rotation. Les navires privés qui oseraient s'aventurer dans la zone devraient slalomer entre les bâtiments de guerre, le plus gros déploiement militaire américain depuis l'Irak en 2003, et les assureurs refusent de couvrir. Comme l'Ukraine avant lui, ce nouveau conflit va avoir des conséquences qui vont se faire sentir bien au-delà du Moyen-Orient, sur votre plein d'essence ou sur votre facture de gaz, sur vos placements, mais aussi, et c'est plus grave, sur les populations. Dans cette vidéo, je vous fais un bilan économique, géopolitique et humanitaire. On verra combien de temps ça peut durer et comment tout ça va impacter la planète, les marchés et malheureusement votre portefeuille. Mais avant de commencer, je vais vous révéler le secret qui transforme les millionnaires en milliardaires. Ce secret, c'est le private equity, une classe d'actifs bien gardée et inaccessible aux investisseurs particuliers. Mais ne vous inquiétez pas, Money Radar vous a trouvé une porte dérobée. Notre partenaire Fundora est la voie d'accès privilégiée aux fonds privés pour les investisseurs particuliers. Pour vous donner un exemple concret, en juillet 2025, Fundora a proposé à ses utilisateurs un fonds basé à New York, spécialisé dans la tech américaine en phase pré-IPO. Ce fonds n'investissait que dans des pépites déjà soutenues par des fonds de premier plan, comme xAI, Grok, Epic Games, Anthropic ou Klarna. Sur certaines de ces boîtes, le fonds a déjà réalisé des multiples de 14x, avec un horizon de sortie court et des distributions prévues dès la deuxième année. Ce fonds est désormais clôturé, mais ne manquez pas leurs futures opportunités d'investissement. Certaines pourraient offrir une exposition à des startups issues du prestigieux Y Combinator. N'attendez plus, scannez le QR code ou cliquez dans le lien en description. Je vous le disais, ces prochains jours, attendez-vous à une mauvaise surprise à la pompe. Le pétrole, c'est le premier secteur touché par ce nouveau conflit au Moyen-Orient à cause de la logistique. Le détroit d'Ormuz, c'est un goulet de 50 km de large entre l'Iran et Oman. Chaque jour, environ 15 millions de barils de brut y transitent, plus une énorme part du gaz naturel liquéfié mondial. 30% du pétrole de la planète passe par ce couloir. Mais depuis lundi, la mer est belle et peu agitée et plus aucun navire commercial à l'horizon. L'Iran n'a même pas eu besoin de le fermer et le détroit est techniquement ouvert. Il a suffi d'un simple message radio diffusé par les gardiens de la Révolution à tous les navires de la zone, du type « Aucun bateau n'est autorisé à franchir le détroit d'Ormuz ». Les armateurs ont stoppé leur tournée et les pétroliers ont fait demi-tour. Côté prix, le choc est immédiat. Le Brent est passé de 73 $ vendredi soir à près de 80 $ dimanche, avec un pic à plus 13% en séance, et les analystes anticipent entre 85 et 90 $ le baril. La banque UBS va plus loin. Si le détroit reste inutilisé plus de quelques jours, on pourrait toucher les 120 $. Pour rappel, on était à 73 vendredi. L'OPEP+ a tenté un geste dimanche en relevant ses quotas de production de 220 000 barils par jour. C'est au-dessus des 137 000 attendus. Mais sur un marché qui absorbe 100 millions de barils par jour, c'est un pansement sur une fracture ouverte, d'autant que la capacité de réserve réelle est concentrée en Arabie Saoudite et aux Émirats, deux pays qui, au moment où je vous parle, sont eux-mêmes la cible de missiles iraniens. Si le pétrole monte, derrière, il y a le kérosène, donc les billets d'avion, il y a le gazole, donc le transport routier. Et derrière les deux, il y a le prix de tout ce qui arrive en camion ou en avion, c'est-à-dire à peu près tout. Il y a aussi les engrais azotés, fabriqués à partir de gaz naturel, donc le prix de l'alimentation. Pour l'Europe, c'est un coup dur. Le continent importe plus de 90% de son pétrole et reste très dépendant du GNL qui transite par Hormuz et dont les prix ont bondi eux aussi, plus 26,6% en 24 heures seulement. L'Asie est encore plus exposée.
La Chine importait à elle seule 1,6 million de barils par jour d'Iran, pas seulement pour sa consommation personnelle, mais aussi pour revendre le produit raffiné. Elle va devoir se fournir ailleurs, en concurrence directe avec l'Europe et le Japon sur le marché spot. Ça tire les prix vers le haut pour tout le monde. Mettre des bâtons dans les roues chinoises, comme avec le Venezuela, Donald Trump adore, mais ça coûte cher. Pour un Français, il faudra compter environ 8 centimes de plus par litre à la pompe pour chaque dollar de hausse sur le baril. Si le Brent atteint 90 $, ça représente une petite dizaine de centimes de plus par litre par rapport à la semaine dernière. Et ça, c'est dès cette semaine. Si c'est possible, mieux vaut attendre avant de remplir la cuve de fuel. Mais si la crise dure, les risques sont élevés que l'inflation reparte à la hausse, comprime les marges des entreprises, et la croissance européenne, déjà fragile, en prendra un nouveau coup. Du côté des marchés, ça tremble. Les futures du SP500 ont plongé de 1,6% dimanche soir, le Nasdaq baisse de 2%. L'or monte, le dollar monte, le réflexe classique quand le monde a peur. Tout ce qui ressemble à une valeur refuge attire l'argent, tout le reste en perd. Les grands gagnants de ce lundi matin, vous les devinez, le secteur de la défense et les producteurs de pétrole américains. Les grands perdants aussi, les compagnies aériennes, la chimie, la plasturgie, tout ce qui achète du brut comme matière première et qui ne peut pas répercuter la hausse en 24 heures sur ses clients. Côté mer, le fret maritime est en train de se reconfigurer en temps réel. Les navires qui passaient par Ormuz doivent contourner l'Afrique, des jours de trajet en plus, du carburant en plus, des délais en plus, mais les valeurs résistent. Mais chaque jour de fermeture du détroit allonge les chaînes d'approvisionnement mondiales. On a déjà vécu ça avec le blocage du canal de Suez en 2021, sauf qu'Ormuz, c'est 4 fois le volume de Suez. Quand un conflit reste limité à 1 ou 2 semaines, l'histoire récente montre que les marchés absorbent le choc et parviennent à rebondir. En juin dernier, pendant la guerre des 12 jours entre Israël et l'Iran, le Brent avait flambé, puis rechuté dès le cessez-le-feu. Mais le pire scénario, c'est un enlisement. Ormuz déserté plusieurs semaines, l'Iran qui continue de frapper les infrastructures du Golfe, et un baril durablement au-dessus de 100 $ pendant plusieurs mois. Là, oui, on change de monde. C'est ce monde toujours en mouvement qu'on analyse chaque mardi dans notre newsletter gratuite. On vous propose un récap de la semaine sur les marchés, une action à potentiel et l'analyse d'un événement qui peut influencer vos investissements et votre vie quotidienne. Rejoignez nos 53 000 abonnés et inscrivez-vous. Le lien est dans le descriptif. Le changement de régime à Téhéran, c'est l'objectif clairement affiché des opérations Epic Fury et Roaring Lion. 2 noms super guerriers pour la plus grosse offensive conjointe depuis la guerre d'Irak. Mais le mot important, c'est régime. En juin dernier, pendant la guerre des 12 jours, l'objectif était limité. Frapper le nucléaire iranien, dégrader les capacités militaires et rentrer à la maison. Cette fois, Trump voulait la fin de la République islamique. Il le revendique. Il s'est adressé directement au peuple iranien. L'heure de la liberté est à portée de main. Il a appelé les militaires iraniens à choisir entre l'immunité ou une mort certaine. Mais le problème, c'est qu'on ne change pas un régime, même décapité, avec un discours. L'Iran a riposté en quelques heures, beaucoup plus vite qu'en juin, sur Israël et sur à peu près tous les pays du Golfe qui hébergent des bases américaines et même françaises. Ce qui veut dire 2 choses. D'abord, que les Iraniens avaient prévu un plan de continuité avec des frappes préautorisées et une chaîne de commandement décentralisée en cas de décapitation du régime. Ensuite, que le pari américain d'une victoire en 4 semaines est loin d'être gagné. Avec tout ça, la tension et les ressources diplomatiques viennent de basculer de l'Ukraine vers le Golfe et les réactions internationales dessinent déjà le monde d'après. Pékin est furieuse. Elle perd un fournisseur et demande la cessation des hostilités. La Russie condamne elle aussi et présente ses condoléances. Mais, et moi? Vous m'oubliez? Tiens, quelle est cette voix? C'est l'Europe, oubliée quelque part dans un coin. Personne n'a décroché le téléphone pour la prévenir avant les frappes. Royalement ignorée. Macron a convoqué un système de défense et parlé de déclenchement de guerre, mais l'Union n'a aucun levier militaire, aucun siège à la table des décisions. Et pendant qu'elle rédige des communiqués, des drones iraniens frappent une base navale à Abu Dhabi où stationnent des forces françaises. L'Oman, petit sultanat du Golfe, avait plus d'influence sur ce dossier que les 27 réunis. Mais la grande question, c'est la suite. 4 semaines pour faire tomber un régime qui tient depuis 1979 avec une armée qui vient de prouver qu'elle pouvait riposter simultanément sur 7 pays. La fin du régime des Mollahs? Pas vraiment. L'intérim est déjà assuré le temps de désigner un successeur à Khamenei et l'Iran ne change pas de voix au sujet du nucléaire. Le Moyen-Orient est à la croisée des chemins, mais personne, ni à Washington, ni à Jérusalem, ni à Téhéran, ne sait à quoi ça ressemblera quand la fumée va se dissiper. Et puis, il y a les dégâts qu'on ne compte pas en dollars. Si le chaos s'installe dans le pays, comme par exemple en Palestine ou en Syrie, le potentiel migratoire vers la Turquie, le Caucase, puis l'Europe devient problématique. La Turquie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie le savent, ils partagent des frontières directes avec l'Iran et ça en préoccupe déjà.
L'Europe a mis 10 ans à digérer la crise syrienne, avec un pays de 22 millions d'habitants. On parle ici d'une toute autre échelle. 93 millions, c'est la population de l'Iran. 4 fois celle de la Syrie au début de la guerre civile. Et l'Iran héberge en plus 6 millions de réfugiés afghans arrivés après le retrait américain de Kaboul. Reste que pour l'instant, ce sont les morts qu'on compte. Les chiffres évoluent vite, mais déjà à Minab, dans le sud de l'Iran, une école primaire de filles a été touchée par une frappe. 148 morts, 95 blessés, des enfants. L'ambassadeur iranien à l'ONU a dénoncé un crime de guerre devant le Conseil de sécurité. CNN a diffusé les images. Mais la riposte iranienne ne fait pas dans la dentelle non plus. Les missiles ne visent pas que des bases militaires. Des aéroports civils ont été touchés, au Koweït, à Bahreïn. Des hôtels, des ports et des quartiers résidentiels. À Bahreïn, des immeubles de quartiers commerçants de Sif ont été frappés par des drones. 3 soldats américains sont morts, 5 sont grièvement blessés. Trump a promis de venger chaque victime américaine. La machine est lancée et elle accélère. Le Hezbollah avait prévenu avant les frappes. Si c'est le régime iranien qu'on vise, toute la région s'embrase. Les Houthis au Yémen, qui harcèlent déjà le trafic maritime en mer Rouge depuis des mois, n'ont aucune raison de rester les bras croisés. Chaque jour qui passe sans cessez-le-feu augmente le risque d'une escalade régionale incontrôlable et avec elle le risque d'attentats terroristes en Occident. Ce genre de conflit, historiquement, ne reste jamais cantonné à la zone de guerre. Et puis il y a la question qui revient à nouveau, le nucléaire. Israël possède l'arme atomique. L'Iran était au seuil. Trump affirme avoir totalement détruit le programme nucléaire iranien en juin dernier, mais c'est faux. La CIA parle de dégâts sévères, l'AIEA de dommages importants, mais pas de destruction totale. Le Pentagone parle d'un retard de 2 ans. La Defense Intelligence Agency estime que l'Iran n'a pas de missiles capables d'atteindre le territoire américain. Quant à la menace imminente invoquée par Trump pour justifier l'opération, plusieurs de ses propres responsables du renseignement la qualifient d'exagérée. Quant au Pentagone, ils ont carrément expliqué au Congrès qu'il n'y avait aucun signe que l'Iran allait attaquer les US en premier. Dimanche, le lendemain des bombes, Trump a annoncé qu'il était prêt à reprendre les négociations avec l'Iran. Sa phrase exacte au magazine The Atlantic, « Ils veulent parler et j'ai accepté de parler ». Sauf que la plupart des gens avec qui il négociait vendredi sont morts samedi. L'Iran est à un carrefour avec face à lui 3 chemins. Effondrement du régime, chaos prolongé ou sursaut nationaliste, tout est possible, y compris les 3 en même temps. Ce qui est certain, c'est que ce week-end va laisser des traces et que, comme toujours, ce sont surtout les populations locales qui vont souffrir. On leur adresse toutes nos pensées et on croise les doigts pour que la paix revienne vite. Mais avant de partir, n'oubliez pas de vous inscrire sur Fundora pour investir dans les meilleurs fonds mondiaux de private equity. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien en description pour vous inscrire dès aujourd'hui. Restez curieux et je vous dis à très bientôt sur Money Radar.